Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire cachée d'une des villes les plus connues de France, Nice. On a tous l'impression de la connaître, mais en réalité, son identité est bien plus complexe, bien plus fascinante qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti, plongeons ensemble dans ce récit pour le moins inattendu. Alors, quand on dit Nice, on pense tout de suite à quoi? À la plage, au soleil qui tape en plein été, à la promenade des Anglais noirs de monde, et pourtant, son titre officiel, celui qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Nice, la ville de la villégiature d'hiver. Hiver, pas été. C'est complètement contre-intuitif. Eh bien, c'est justement ce paradoxe qui est la clé pour tout comprendre. Non, ce titre, ce n'est pas juste un détail administratif. C'est une invitation à remonter le temps. Ça nous force à réaliser que l'identité de Nice, la vraie, n'a pas été sculptée par les touristes en maillot de bain, mais par une élite d'aristocrates venus de toute l'Europe pour profiter de la douceur de ces hivers. Mais avant même de parler des gens qui ont fait Nice, il faut parler du lieu. Parce que pour vraiment saisir l'âme de la ville, il faut d'abord regarder sa géographie. Elle est unique, et c'est elle qui, au fond, a tout décidé. L'identité de Nice, elle est littéralement coincée entre deux mondes. D'un côté, la Méditerranée, la Grande Bleue, une ouverture sur le monde entier. Et de l'autre, juste derrière, la ville est adossée à un immense amphithéâtre de collines. Ces montagnes, elles agissent comme un bouclier qui la protège des vents froids du nord, et c'est ça le secret de son fameux microclimat. C'est cette position parfaite qui a fait d'elle un endroit si désirable, et ce depuis des siècles. Évidemment, une position aussi stratégique, ça n'a pas que des avantages. Ça a aussi placé Nice au beau milieu d'un énorme conflit d'identité. Pendant la plus grande partie de son histoire, la ville a été comme tiraillée entre deux pôles, ce qui allait devenir l'Italie et la France. On peut résumer ça en trois dates clés. D'abord, 1388, c'est un moment fondateur. Nice choisit de se lier à la Maison de Savoie. À partir de là, et pendant quasiment 500 ans, son destin est italien. Sa capitale, c'est Turin. Il faut bien avoir ça en tête. Son annexion à la France, en 1860, à l'échelle de sa très longue histoire, c'est un événement tout récent. C'est vraiment le point essentiel à retenir. À l'identité française de Nice, ce n'est pas du tout une évidence qui remonte à la nuit des temps. Non, c'est une construction politique qui a à peine plus de 150 ans. Pendant des siècles et des siècles avant ça, son cœur, sa culture, sa langue, tout ça battait au rythme de l'Italie. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette histoire un peu schizophrène, elle n'est pas juste dans les livres. Elle est gravée dans la pierre, dans l'urbanisme, dans l'architecture. Il suffit de se balader dans Nice pour voir, littéralement, deux villes complètement différentes qui cohabitent en une seule. La séparation est hyper nette. D'un côté de la rivière Paillon, qui est aujourd'hui recouverte, on a le vieux Nice. Des ruelles étroites, tortueuses, des façades aux couleurs chaudes, ocre, rouge. Ça respire l'Italie baroque. Et de l'autre côté, la ville construite après 1860. Là, c'est tout le contraire. Des grands boulevards bien droits, style haussmannien, des façades en pierre plus austères, très parisiennes. C'est un dialogue permanent entre l'Italie et la France, de part et d'autre de cette frontière invisible. D'ailleurs, cette double culture ne se voit pas seulement, elle s'entend aussi. Prenez la langue traditionnelle, le nissar. C'est le parfait exemple. La base, c'est de l'occitan, un peu comme en Provence, mais elle est pétrie d'influences italiennes, ligures. C'est vraiment l'ADN culturel de la ville qui s'y exprime. Bon, alors, revenons à notre point de départ, cette fameuse station d'hiver. Parce que c'est cette industrie naissante du tourisme qui va devenir le moteur de la transformation radicale de la ville et qui va la façonner telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'histoire est assez simple, mais elle est déterminante. Au XIXe siècle, l'élite européenne, en particulier les Anglais, d'où le nom de la promenade des Anglais bien sûr, et les Russes, découvrent le fameux microclimat de Nice. Attention, ils ne viennent pas pour se baigner, mais bien pour échapper au froid, à l'humidité et aux maladies de leur pays. Ce sont ces hivernants, richissimes, qui vont financer la métamorphose de Nice, en construisant les palaces, les villas extravagantes et les jardins qui définissent encore aujourd'hui son paysage urbain. Et l'héritage de cette époque? Eh bien, il est tout simplement colossal. Aujourd'hui, on estime que près de 5 millions de touristes viennent à Nice chaque année. Ça en fait une des plus grandes capitales touristiques du monde. Pour se rendre compte de l'échelle, il suffit de regarder quelques chiffres au niveau national. C'est assez parlant. Nice a la deuxième plus grande capacité hôtelière de France, juste après Paris. Son aéroport est le 3e du pays, et c'est la 5e ville la plus peuplée. Toute cette infrastructure, c'est le résultat direct de cette histoire touristique. Et cette histoire, elle se lie aussi évidemment dans son économie. Elle est dominée à plus de 80% par le commerce, les services, l'administration. C'est la signature typique d'une ville qui a d'abord été une grande capitale administrative du comté et surtout une capitale du tourisme, bien avant de devenir un pôle industriel ou autre chose. Donc pour résumer, Nice, c'est un peu un millefeuille. On a une couche de géographie exceptionnelle qui a attiré les convoitises,
Par-dessus, une couche de politique frontalière qui a créé une double identité, franco-italienne. Et enfin, la couche de l'invention du tourisme d'hiver qui l'a transformé et propulsé sur la scène mondiale. Et tout ça, ça laisse une question fascinante en suspens. Une ville qui n'est pas totalement française dans son histoire, ni totalement italienne. Comment est-ce qu'on fait pour définir son identité ? Comment cet héritage si complexe continue-t-il de nourrir son présent et de dessiner son avenir ? C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi cet éclairage.